Please be seated. We will soar. La juge présidente, rebonjour à tous. Je m'adresse au Conseil de la Défense. Maître Haynes, vous, vous avez utilisé 45 minutes de votre temps de parole. Est-ce que vous en aviez terminé avec vos observations? Est-ce que vous disposiez de plus de temps? Est-ce que vous souhaitez utiliser le reste du temps qui vous est imparti? Surtout s'agissant des arguments que vous avez présentés relativement à l'issue de l'audience. Maître Haynes, non, merci Madame la Présidente. La juge présidente, je vous remercie. Madame la procureure, vous avez la parole. Madame Von Braun, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, le Conseil représentant les droits et les intérêts de Monsieur Coney, Monsieur Maître Haynes, a refusé de contester les éléments de preuve présentés par l'accusation et a choisi de présenter des observations sur la nature de la portée des accusations. Après avoir fait appel de votre décision et échoué, puis demandé un réexamen et échoué, voilà qu'il vous suggère maintenant une autre idée, à savoir la suspension de la procédure. Madame la Présidente, il s'agit là d'une demande de réexamen inadmissible. Et une suspension de la procédure n'est absolument pas nécessaire afin de sauvegarder les droits de M. Coney. Maître Haynes explique cette nouvelle idée par l'étendue de son mandat. Un mandat qui est censé protéger les droits et les intérêts de M. Coney. Un suspect qui a également le droit non seulement à une défense solide, mais aussi à une procédure efficace et rapide. C'est à la discrétion de Maître Haynes, son choix, de la manière qu'il juge appropriée pour remplir ce mandat. Or, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est encore une autre idée procédurale sur la façon de mettre fin à la procédure truffée de spéculations juridiques et factuelles et diamétralement opposée au texte statutaire de cette Cour. Il est important de noter, comme Maître Haynes le reconnaît lui-même, Madame la Présidente, que vous avez mis en place toutes les garanties nécessaires pour permettre à la défense d'exercer son rôle de façon significative. Le temps, suffisamment de temps pour se préparer, divulgation inter partes, débat, décision prise avec célérité sur des questions importantes. La défense a eu toutes les possibilités de s'engager de manière significative sur le document de notification des charges, les éléments divulgués par l'accusation, les questions de procédure et les questions relatives à la divulgation également. Et ils ont montré qu'ils pouvaient le faire. Ils ont tout simplement décidé de ne pas présenter tout cela lors de cette audience. Les opinions de Maître Haynes ne sont pas conciliables avec la façon dont vous avez supervisé cette procédure, ni compatibles avec le statut. Il n'est absolument pas question d'ordonner l'arrêt des procédures. Selon la jurisprudence de la Chambre d'appel dans l'affaire Lubanga notamment, arrêt 2582, paragraphe 54, une suspension de procédure est une mesure extraordinaire.
la Chambre d'appel dans l'affaire Lubanga a dit que pour satisfaire à ce seuil, il faut démontrer qu'il serait impossible de reconstituer les éléments constitutifs d'un procès équitable. Eh bien, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, le plus grand obstacle à la tenue d'un futur procès, en fait, le seul obstacle, si vous deviez confirmer les charges, serait l'absence continue de Monsieur Kony. Tout le monde s'accorde à dire qu'aucun procès ne peut avoir lieu sans lui. Ordonner une suspension ne ferait rien pour protéger ses droits. Tout ce que cela aurait fait, c'est entraver la poursuite de la justice en privant les victimes et les communautés affectées d'une décision sur la suffisance des éléments de preuve nécessaires pour étayer les accusations. Grâce à votre décision, M. Collis sera soit renvoyé en justice, soit qu'il ne le sera pas. Et bien sûr, il y aura une décision de confirmation des charges. L'article 61 nous en fait l'obligation. L'article 61, paragraphe 7, est directement applicable à la procédure de confirmation par contumace. Ce paragraphe dispose que la Chambre préliminaire décide, sur la base de l'audience, si les éléments de preuve sont suffisants. Et en conséquence, la norme 53 stipule que la décision écrite de la Chambre préliminaire est rendue dans un délai de 60 jours à compter de la date de fin de l'audience de confirmation des charges. L'article 61.11 exige que la présidence constitue en cas de confirmation des charges une chambre de première instance. Il ne devrait donc y avoir aucun doute. Si vous décidez de confirmer les charges, cette affaire sera portée devant une chambre de première instance. Et le procès ne peut commencer que dans l'éventualité de l'arrestation de Kony. Monsieur Kony, une fois arrêté, ne serait en aucun cas privé de ses droits. Maître Haynes a identifié la règle correcte qui doit, comme toutes les règles, être interprétée à la lumière des droits inscrits à l'article 67 du statut. Nous reconnaissons que la règle 126, paragraphe 3 du règlement ne mentionne que le terme « fuit ». Mais la Chambre d'appel, en l'espèce, dans son arrêt 610, paragraphes 47 et 48, a statué qu'il n'y a rien d'intrinsèque au terme « fuit » ou « est introuvable », qui les rend mutuellement exclusifs. De plus, interpréter la norme comme ne s'appliquant qu'aux personnes qui ont fui conduirait à la situation paradoxale que les personnes qui ont été réputées introuvables ne tomberaient pas sous le coup du deuxième volet de cette règle. Et bien que l'article 64.4 permette à une chambre de première instance de renvoyer des questions préliminaires à la chambre préliminaire, la Cour d'appel a également certifié que dans le cadre de ces procédures, des garanties solides ont été mises en place pour protéger les droits des suspects, un droit équitable. Maître Haynes s'interroge sur ce qui pourrait ou ne pourrait pas se passer après que l'affaire aura été portée devant la Chambre de première instance. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais un certain nombre de choses est certain néanmoins. La Cour reste compétente et l'affaire devant vous est recevable. Sur la base du renvoi, sur la base d'arrêt antérieur de cette Cour, notamment la Chambre d'appel, l'arrêt de la Chambre d'appel numéro 408, bien que le texte du renvoi soit confidentiel, Mesdames, Monsieur le juge, peuvent apprécier sa teneur. Et vous comprendrez que vous constaterez alors que les limites que la défense y interprète sont sans fondement. Il n'y a
pas non plus de changement de circonstances. La position de l'Ouganda reste la même. Rien d'autre n'a jamais été communiqué à cette cour. Maître Haynes n'a pas fourni de communication écrite officielle pour étayer ces allégations. La réalité est qu'il n'y a pas de procédure nationale à l'encontre de M. Kony en Ouganda. Toute insinuation concernant de futures procédures nationales est purement spéculative et ne repose pas sur un discours, un engagement significatif de la Cour avec les autorités ougandaises. En fait, les documents que vous avez qui figurent au dossier de l'affaire montrent que la division des crimes pénaux ne doit pas supplanter la Cour en ce qui concerne les hauts dirigeants de l'ARS. Deuxièmement, en cas d'arrestation de M. Kony, celui-ci est libre d'en contester la recevabilité et de contester toute autre question, à l'instar de tout autre suspect faisant l'objet d'une arrestation. Il est important de noter que si lui ou l'Ouganda s'engage dans cette voie, c'est à cette Cour qu'il appartient de trancher la question. Troisièmement, aucun de ces arguments ne remet en cause de manière pertinente l'intégrité de la procédure que vous avez supervisée. Ce qui compte, ce sont les éléments de preuve, s'ils satisfont aux critères requis à ce stade, que la défense a choisi de ne pas aborder. Ce qui compte, ce sont les milliers de personnes des communautés affectées dans le nord de l'Ouganda qui suivent ces procédures au moment où je vous parle, dans l'espoir que justice soit faite. Ce qui compte, c'est que la Cour s'acquitte de son mandat, qui est de veiller à ce que les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale ne restent pas impunis et de mettre fin à l'impunité. C'est de cela qu'il s'agit, c'est l'objet de cette procédure. M. Kony est un fugitif recherché accusé des crimes les plus odieux. Afin de permettre sa poursuite, votre Chambre a mis en place des processus rigoureux visant à protéger ses droits et ses intérêts. Et il vous appartient à vous maintenant de rendre une décision sur la base des preuves qui vous ont été présentées. Est-ce que M. Kony doit être renvoyé en jugement ou pas? Et notre position est sans équivoque oui. Avant d'en terminer, je souhaiterais parler brièvement de la requête faite concernant la modification éventuelle de la qualification juridique des chefs d'accusation 27 et 36 faite par mon confrère Maître Bradfield. L'accusation a choisi les modes de responsabilité suivants pour les raisons suivantes. Nous avons choisi le crime d'esclavage parce que nous avons le pouvoir discrétionnaire en vertu du statut de le faire en tant qu'autorité chargée de l'inculpation. Parce que d'abord, il intègre tous les indices d'esclavage subis par les femmes, les filles et les garçons de moins de 18 ans au sein de l'ARS pendant la période incriminée, remplaçant du coup les actes criminels dans leur contexte, replaçant les actes dans leur contexte. Cette approche permet de prendre en considération un plus grand nombre de victimes et tous les actes relatifs aux formes sexualisées d'esclavage, de réduction en esclavage et au contrôle de l'autonomie sexuelle et reproductive peuvent constituer la réduction en esclavage, y compris la préparation de jeunes filles en tant que ting-ting, en tant que futures épouses forcées et les souffrances endurées par les enfants nés de femmes esclaves. Et elle évite la fragmentation arbitraire du préjudice subi. Notre approche en matière d'inculpation ne créera pas de fossé en matière d'impunité, bien au contraire, car il n'y a pas de conduite qui ne soit pas couverte par cette approche. Cela ne rend pas non plus le crime d'esclavage sexuel redondant, car nous l'avons accusé d'après les faits de cette affaire et rien d'autre.
Enfin, toute décision à ce sujet doit faire partie intégrante de votre décision de confirmation et non tranchée à l'extérieur ou avant votre décision. Les crimes reprochés sont fondés sur des faits matériels spécifiques et chaque fait est étayé par des preuves suffisantes. Cela comprend les éléments de preuve relatifs à l'estimation du nombre minimum de victimes pour chacun des chefs d'accusation, y compris ceux relatifs à la réduction d'esclavage. M. Coney, en tant que chef de l'ARS, s'est servi de la hiérarchie de l'ARS pour contrôler ses combattants, pour les soumettre à sa volonté. Il exerçait un contrôle en vertu de contributions essentielles et il voulait que les combattants de l'ARS commettent les crimes qui lui sont reprochés. Tout est là, selon ses propres mots, sur la base d'éléments de preuve jugés probants et fiables par la Chambre de première instance 9, dont la décision a été confirmée en appel. Permettez-moi de terminer mon propos de la manière suivante. Je veux insister sur le fait que les efforts visant à obtenir l'arrestation et la reddition de M. Coney se poursuivent et qu'ils se poursuivront. Le bureau du procureur et le greffe travaillent ensemble avec nos partenaires pour enfin localiser et appréhender M. Coney, afin qu'il puisse comparaître devant votre cour. Nous n'allons pas baisser les bras, car cela reste l'objectif ultime de notre démarche. Mais, entre-temps, Mesdames, Monsieur le juge, vous avez fait avancer cette affaire. Quel que soit le résultat que vous rendrez, il sera fondé sur les éléments de preuve dont vous disposez sur l'intérêt de la justice. Je termine mes observations en félicitant les témoins et les victimes dans cette affaire. J'ai eu l'honneur de rencontrer un grand nombre d'entre eux dans le nord de l'Ouganda. Les conversations que nous avons eues ont directement influencé la manière dont nous avons abordé cette affaire. J'aurais été ravi d'être en Ouganda aujourd'hui, mais je tiens à vous dire néanmoins, à vous, victimes et témoins que vous êtes, sincèrement, qu'aujourd'hui ce n'est pas la fin de cette histoire. Le bureau du procureur, même si nous sommes loin de vous, nous sommes ici à La Haye, continue de rechercher la justice dans cette affaire. Enfin, je tiens à vous remercier, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, ainsi que le personnel de la Cour. Je veux également remercier mes collègues de l'équipe de la défense, les représentants légaux des victimes, ainsi que les représentants du greffe qui sont ici et en coulisses, les interprètes, les sténotypistes et le personnel audiovisuel qui nous ont aidés à tenir cette audience. Ce fut un véritable plaisir de travailler avec des juristes et des professionnels aussi dévoués. Que ce ne soit pas la fin, mais un nouveau départ. Merci de votre attention. La juge présidente, merci Madame la procureure. Très bien. Nous allons à présent entendre les observations finales des représentants légaux communs des victimes. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, je m'appelle Joseph Manoba et avec mon collègue Francisco Cox, nous allons formuler ces observations ultimes au nom des représentants légaux communs des victimes. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, hier, la défense, dans sa déclaration liminaire, a tenté de minimiser le rôle des victimes en l'espèce, en affirmant qu'elles ne recherchent que des réparations ou une forme de compensation. Le processus de responsabilité enclenché par la CPI dans le cadre de ces audiences de confirmation des charges et les procédures et les audiences de ces 2 derniers jours offrent aux victimes une dimension essentielle pour leur guérison, à savoir leur participation à la procédure. De nombreuses victimes
des crimes de Joseph Kony et de ses combattants de l'ARS n'ont jamais parlé à quiconque de leur victimisation personnelle ou individuelle, que ce soit le jour de l'attaque de leur camp de déplacés internes respectifs ou le jour de leur enlèvement et de leur transfert forcé dans la brousse, c'est-à-dire pendant la période incriminée entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005. Les victimes ont ainsi porté pendant des années un sentiment de culpabilité du survivant. Et certaines sont même décédées avec ce poids, cette charge. Elles se sentent coupables de ne pas avoir pu faire quelque chose pour éviter ou échapper à la victimisation orchestrée par l'ARS sous la direction de Joseph Kony. La participation à ces procédures, et espérons-le, à celles qui suivront la décision de votre honorable chambre, confirmant les charges contre Joseph Kony, permettra non seulement de révéler la vérité derrière les attaques violentes contre les civils, mais aussi par le truchement du représentant légal commun des victimes, à la plupart des victimes d'avoir une oreille attentive, quelqu'un de suffisamment patient pour écouter leur récit unique de victimisation et qui les transmettra en temps voulu aux juges et au monde entier, afin que leur récit de douleur, de souffrance et d'émotion soit connu. La participation aux procédures judiciaires donnera ainsi aux victimes les moyens, l'agentivité nécessaire pour raconter leur vécu face à la violence de l'ARS. Il est bien établi et reconnu, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Juge, en droit international, que la responsabilité va de pair avec la réparation des préjudices subis. La participation des victimes à ces procédures jette les bases pour que la responsabilité aboutisse à la réparation de tous les torts que les victimes ont subis. S'il est vrai que de nombreuses victimes d'autres procédures attendent encore des réparations du fait du manque de ressources du fonds au profit des victimes, il n'en demeure pas moins que les procédures en cours, y compris celles contre Joseph Kony, devraient galvaniser les États partis afin qu'ils s'engagent plus que jamais auparavant en faveur des victimes en prenant des mesures tendant à payer à l'avance les réparations pour les préjudices. C'est que les États sont résolus pour mettre fin à l'impunité pour les crimes les plus graves. Il ressort de ces procédures que seul un petit nombre de victimes, environ 5 795, ont obtenu le statut de victime autorisée à participer en raison du délai limité fixé par la Chambre préliminaire. Beaucoup plus auraient souhaité faire une demande afin d'être autorisés à participer à la procédure, mais cela n'a pas été possible. Les victimes que nous représentons apprécient l'opportunité de faire partie de cette procédure et même la pertinence de cette procédure. Elles viendront, elles tiendront leur promesse de commencer le procès si M. Kony est appréhendé et une fois que les charges seront reconnues. Mesdames les juges, Monsieur, les preuves démontrent que le suspect Joseph Kony est le chef et commandant supérieur du groupe renommé ARS qui a cherché à prendre le pouvoir de force en Ouganda. Il s'est organisé ainsi que l'ARS en mettant des commandants sous lui
auxquels il relayait des ordres et avec lesquels il discutait par radio. Il faisait des plans, donnait des instructions, recevait des rapports, planifiait des attaques et leur accordait des promotions. Le suspect, Joseph Kony, était quelqu'un de manipulateur. Il se servait des promotions au sein de l'ARS pour les membres réguliers et la distribution de filles, les supposées femmes, épouses, comme mécanisme de récompense pour prévenir les fuites des rangs de l'ARS. Et il mettait également en œuvre des punitions graves, y compris la mort pour ceux qui essayaient de s'échapper. Ces sentences étaient exécutées par les commandants et les officiers de moindre rang pour retenir les combattants. Joseph Kony aimait sa vie, la protégeait, mais c'était un sadique. Il ne se souciait pas de la vie humaine. Pourtant, il considérait la sienne. Il se réjouissait d'ordonner des attaques contre toute installation civile, y compris le camp de déplacés internes d'Odek, où sa propre famille aurait résidé pendant l'attaque. La preuve démontre qu'il aurait félicité Dominique Ongwen pour son attaque sur le camp de déplacés internes d'Odek ainsi que d'autres camps de déplacés internes où plusieurs victimes ont perdu la vie. Des enfants ont été enlevés, emportés loin de la chaleur de leurs parents, de leur famille, sans compter qu'ils ont souffert la terreur pendant cette attaque et les craintes qui ont suivi, ainsi que la captivité. Mesdames, Monsieur le juge, lorsque l'équipe de défense s'est rendue en Ouganda avant le début de cette audience, la défense aurait dit au Premier ministre de l'institution culturelle Acholi, M. Michael Otim, que la défense souhaitait comprendre la perspective des victimes avant la procédure de confirmation des charges contre M. Kony en son absence. M. Otim également a noté que la visite du Conseil de la Défense était un geste positif pour les victimes de l'ARS, des victimes des atrocités de l'ARS qui ont attendu pendant très longtemps pour voir un début de justice. Il a également été rapporté que la justice est pertinente, devrait être pertinente pour les victimes et traiter des questions qui les concernent, y compris le préjudice qu'elles ont subi. C'est un rapport, comme je l'ai indiqué, qui vient de l'autorité culturelle Acholi, une institution très importante. Au cours des derniers jours, vous avez entendu, mesdames, monsieur le juge, des présentations faites par des collègues dans leurs propos d'ouverture, discuter des charges pour lesquelles monsieur Joseph Kony est poursuivi, l'atrocité et la nature grave des attaques, le mépris pour la vie humaine et les biens qui caractérisaient les attaques de l'ARS sur les civils. Ces activités criminelles menées par l'ARS sous le commandement général de Joseph Kony et exécutées par ses commandants qui convenaient avec lui de réaliser ce plan commun et en atteindre les objectifs sur les civils innocents. Les éléments de preuve du procureur démontrent que l'ARS, sous le commandement général de Joseph Kony, en tant que mouvement rebelle sur le territoire de la République d'Ouganda,
un État parti au statut de Rome, il faut le mentionner. Il y avait des combats violents et particulièrement localisés dans le grand nord de l'Ouganda, dans plusieurs districts. Nous avons entendu parler des filles de Luala dans le district de Kaberamaido, Padjoulé, le camp de déplacés internes, le camp de déplacés internes de Abia, à Lepton, district à Lepton, le camp de déplacés internes de Balogno dans le district de Lira, le camp de déplacés internes d'Odek dans le district Omoro, le camp de déplacés internes de Pagak dans le district Goulou, le camp de déplacés internes de Lokodi dans le district Goulou et le camp de déplacés internes d'Abok dans le district de Oyam. Mesdames les juges, Monsieur le juge, nous savons que les filles à l'école secondaire de Luala et les résidents des camps de déplacés internes étaient jeunes, innocents et des civils. Ces emplacements spécifiques ciblés par l'ARS étaient également des lieux d'apprentissage, des lieux de recasement, des lieux de vulnérabilité, de refuge et de sécurité qui n'auraient pas dû être attaqués. Les attaques de l'ARS dans ces lieux étaient donc délibérées et visaient spécifiquement, 1. à prendre de la nourriture appartenant à une population déjà vulnérable et affamée qui dépendait du programme alimentaire mondial pour sa ration quotidienne, 2. saisir des biens de toute forme, de toute nature, pour désemparer davantage les résidents des camps de déplacés internes. 3. Prendre de force des jeunes filles, des jeunes hommes, avec pour intention de les enrôler dans l'ARS, ce mouvement violent, et les priver par conséquent, et même détruire non seulement leur enfance, mais leur humanité. L'organisation ARS n'avait aucune considération, que ce soit pour la vie, pour les biens. Et enfin, 4, exercer et imposer la peur et le traumatisme sur les victimes et les personnes enlevées pour garantir leur obéissance et les effrayer, pour qu'ils ne s'enfuient pas. Chers juges, les éléments de preuve du procureur ont également démontré que Joseph Kony encourageait ses commandants avec qui il avait convenu de mener des attaques sur des cibles civiles avec un objectif de génocide. Il voulait éradiquer les résidents des camps de déplacés internes et forcer les victimes à sortir des camps où ils avaient trouvé refuge. Puisque d'après M. Joseph Kony et ses commandants, ces personnes ne soutenaient pas l'ARS. Pour ce faire, chaque attaque sur chaque lieu était caractérisée par une vague de terreur et de violence, de morts violentes sans précédent. Dans des lieux comme Barlogno, près de 300 personnes ont été tuées dans une seule attaque. Des individus ont été dénués de leur humanité, des enfants ont été délibérément enlevés, des biens ont été pillés en masse ou simplement détruits. Des tirs ont été dirigés et des maisons incendiées au sein des camps de déplacés internes. Le préjudice souffert suite aux violences basées sur le genre sont diverses. Elles affectaient non seulement les filles, mais les femmes qui étaient les victimes directes de ces crimes, leurs enfants et leurs familles dans l'ensemble. Elles ont également résulté à
ont de nombreux problèmes de santé, traumatismes psychologiques, dommages transgénérationnels et perte d'éducation, perte de chance dans la vie, manque d'autonomie personnelle, brisement de la cohésion sociale, déplacement forcé, stigmatisation et problèmes communautaires, y compris le rejet, la perte des liens familiaux, la délinquance et une situation économique précaire. Pour ce qui concerne la conscription forcée au sein de l'ARS, elle varie en portée et en intensité, mais elle est traumatisante. Les jeunes, les enfants, certains âgés de 7, 8 ans, étaient forcés de mutiler et de tuer des civils, y compris des membres de leur propre famille et de leur communauté. Des personnes enlevées ont également souffert la violence, des bastonnades, des emprisonnements, des travaux forcés et être témoin par force d'actes de violence horribles. Des personnes enlevées ont vécu une violence sans cesse croissante qui a mené à une détresse émotionnelle et encore une détérioration des liens familiaux. Ce que les anciennes personnes enlevées ont vécu dans la brousse a eu un impact grave sur leur capacité à réintégrer leur famille et à réintégrer la communauté à leur retour. Après 21 ans des attaques de l'ARS sur les lieux cités, le suspect Joseph Kony est toujours en fuite, se cache pour ne pas faire face à sa responsabilité. Pendant cette période, parmi les survivants des attaques, alors, nous estimons que 500 victimes venant de Abok, Odek, Lukodi et Padjouli ont perdu la vie sans pouvoir être témoins de la justice et sans pouvoir recevoir réparation pour les crimes dont ils ont souffert. Les autres victimes, bien sûr, continuent de survivre après ces attaques qui sont restées impunies, sont encore en vie, comme beaucoup pourraient le dire, par la grâce de Dieu, pour exiger la justice et réparation pour les crimes qui ont été commis à leur encontre. Ils comptent sur les efforts de la communauté internationale pour appréhender Joseph Kony et le faire juger devant la présente cour. Mesdames les juges, Monsieur le juge, je m'arrêterai ici et j'inviterai mon collègue Francis Cocox à conclure notre déclaration. La juge présidente, merci. Madame la Présidente, Madame la Juge, Monsieur le Juge, merci de me permettre de prendre la parole ici au nom des 5795 victimes. Je voudrais insister, Madame la Présidente, sur la requête qui a été faite par mon collègue Paul pour que soit intégré aux charges l'esclavage sexuel. Madame la Présidente, la qualification juridique, elle est importante pour les victimes. Être invisible fait mal. Je pense que c'est une question très simple. Pouvez-vous réduire quelqu'un en esclavage sans commettre de violences sexuelles? Je pense que oui. Et si vous répondez à cette question de manière positive, alors il est clair que l'esclavage ne tient pas compte de tous les intérêts
qui doivent être protégés par la communauté internationale, par ces poursuites, par la confirmation de ces charges, y compris l'esclavage sexuel. C'est important pour les victimes parce que, et cela me surprend toujours, cette façon que des avocats qui n'ont aucun contact avec les victimes pensent que leur seul intérêt, c'est l'argent, leur seule motivation. Quand nous descendons dans les communautés, ils nous disent, dites à la cour ce qu'il nous est arrivé. Bien sûr, ils ont besoin de réparation. C'est un droit. Il n'y a rien de mal à cela. Mais ce n'est pas la seule chose dont ils ont besoin. Lorsqu'ils disent, dites-leur ce qui nous est arrivé, il n'est pas juste question de relater les faits. Il est également question de savoir comment une cour de ce calibre qualifie les faits. Alors, si le chef d'accusation d'esclavage sexuel ne figure pas parmi les chefs d'accusation, cela voudrait dire que cela ne s'est pas produit. Du point de vue juridique, je comprends que cela en fait partie, mais les tribunaux ont la compétence suprême. Alors, vous avez le pouvoir de qualifier les faits. Cela fait partie de votre mandat. Le droit pénal joue un rôle essentiel dans la réaffirmation des normes, des valeurs qui nous sont chères. C'est pourquoi nous devons insister sur la requête qui a été faite par mon collègue Paul Bradford. En ce qui concerne les requêtes, les observations de la défense, je dois être honnête, je les trouve créatives, je les trouve intéressantes, mais je trouve qu'elles sont sans fondement juridique. Ce que mon illustre collègue vous demande de faire, c'est d'éliminer l'article 61B, 2B, et la conséquence naturelle d'interrompre les procédures parce que elles pourraient être onéreuses, il pourrait y avoir violation de droit et tous ces arguments qu'il a avancés. Alors, pourquoi cela a été inscrit dans les procédures qu'il était possible de juger quelqu'un en son absence? Non seulement créatif, comme je l'ai dit, intéressant, mais également intelligent de sa part, parce que il essaye de faire éliminer une question qu'il a déjà perdue. Alors, la Chambre d'appel qui a confirmé la décision de tenir cette audience de confirmation de charge en l'absence du suspect tient compte des préoccupations que mon collègue vous présente. Des préoccupations portant sur les droits qui pourront être exercés par le suspect lorsqu'il se présentera. Ne l'oublions pas. C'est sa volonté d'être absent. Madame la Présidente, mes collègues de la défense ont raison. Les victimes s'élèvent à bien plus que 5 795. Aucun des avocats qui représentent ces gens, et j'aime le dire chaque fois, ce sont des individus, des personnes à part entière. Ce ne sont pas des victimes, ce ne sont pas des chiffres hasardeux, ce sont des personnes. Et nous savons que les crimes qui ont été commis par M. Kony avec les co-auteurs ont affecté bien plus de personnes
que celles qui ont été retenues pour participer. Et ce qui est le plus important, ces personnes que nous représentons le savent. Ils comprennent qu'ils ne représentent qu'une infime partie des personnes qui ont été affectées par les crimes pour lesquels mon collègue doit représenter le suspect. Mais en aucun cas, ne pouvons-nous comprendre que ces personnes refusent qu'il y ait une représentation réaliste de ce qui s'est passé. Vous devez comprendre, Madame la Présidente, que la portée géographique de cette affaire va au-delà de celle qui a été présentée dans l'affaire Dominique Ongwen. Alors, ce serait quelque peu étrange que, parce que le nombre de victimes participantes soit infime, vous décidiez de mettre un terme à la première étape du processus de justice. Cela n'a aucun sens que cela serve les intérêts de quiconque, sinon l'impunité, au sens du statut de Rome. Mesdames les juges, Monsieur le juge, nous n'avons pas rencontré le ministre de la Justice ou le président, du moins moi, je ne les ai pas rencontrés, encore moins les personnes au pouvoir en Ouganda. Nous avons rencontré ceux que nous représentons, des personnes simples, des membres de la communauté qui souffrent des conséquences des crimes de M. Kony. Je suis quelque peu embêtée parce qu'ils disent « Nous voulons la justice ». Ils veulent que vous confirmiez ces charges parce qu'ils savent, parce que ils vivent pour cela, qu'il y a des raisons suffisantes de penser que M. Kony est responsable des crimes pour lesquels il est poursuivi aujourd'hui. Ils comprennent. Et cela également, je me pose la question, pourquoi ce sentiment ou cette perception paternaliste de la communauté que vous pensez qu'ils seraient embrouillés? Non, je ne pense pas. Ils comprennent. Mes collègues sont partis, se sont rendus sur le terrain. Ils le leur ont dit. Nous ne pouvons pas avancer dans notre vie si M. Kony ne se présente pas, s'il n'est pas jugé. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que ces personnes sont confuses? Elles peuvent être frustrées, oui, cela est naturel. Nous leur avons parlé, nous avons fait notre travail, mes collègues ont fait leur travail, nous leur avons parlé. Et comme je l'ai dit, les victimes veulent la vérité. C'est dans leur intérêt et cela fait partie de leurs droits. Comme le juge Antonio, dans les années 2000, avait déclaré « Le droit à la vérité est à la croisée de la réalisation de la justice et la garantie que les événements ne se répètent pas. » Alors, c'est un droit individuel pour ceux que nous représentons, pour leurs familles, mais c'est également un droit collectif. Parce que, en sanctionnant ces crimes, vous affirmez, du moins vous essayez de vous assurer que cela ne se reproduise plus et que vous mettrez un terme à l'impunité. J'étais donc très surpris lorsque, dans l'équipe, nous avons discuté. Nous avons entendu que les chefs de la communauté ne se souciaient pas de la justice, qu'ils n'aimaient pas la CPI et qu'ils avaient marqué un désintérêt. Le 19 mai 2016, mon ami et collègue Joseph Manova, moi-même, Madame Jane Odong, repose en paix,
qu'elle repose en paix. Elle travaillait au sein de notre bureau. Et Paul Bradfield, qui était au bureau du procureur à cette époque, nous sommes rendus sur le terrain pour commémorer le massacre à Lukodi. Cela pourrait ne pas vous intéresser, mais ce qui vous intéressera en définitive, c'est que la personne qui a pris la parole, c'était un chef, le chef supérieur Acholi, Mookachana. Et il avait dit, ce que je trouve très intéressant, que il était personnellement reconnaissant à Joseph Kony et Dominique Ongwen parce qu'il y avait un plan de les assassiner. Dans une de ces réunions pour parler de paix, que Joseph Kony et Dominique Ongwen ont épargné sa vie, mais malgré cela, il a dit, si Dominique Ongwen a commis des crimes, il devait faire face à la justice. Et il a également dit, la terre Acholi a bu le sang de personnes innocentes et appelé le peuple à soutenir le procès de la CPI. Nous avons des victimes qui soutiennent ces procédures. Nous avons le chef supérieur Acholi. Et à cette date, une décision a été rendue par la Cour suprême en Ouganda qui mentionne, je vais citer, une décision. Monsieur Coelho avait dit qu'il avait souffert des discriminations parce qu'il n'avait pas reçu d'amnistie. Et la Cour suprême a statué que la personne ayant commis ce crime pourrait bénéficier de l'amnistie pour un acte de rébellion ou le fait de mener une guerre contre l'Ouganda. Toutefois, à mon sens, il n'a pas droit à une amnistie pour des crimes graves qu'il a pu commettre. Donc même la loi sur l'amnistie adoptée en Ouganda n'accorderait pas l'amnistie pour des crimes aussi graves. En outre, Madame la Présidente, l'article 21.3 est clair. Il est dit que l'application et l'interprétation du droit doit être conforme avec les normes humanitaires, le droit humanitaire internationalement reconnu. Madame la Présidente, je pensais prendre la parole demain, mais c'est peut-être un peu dénué de pertinence, mais demain, c'est le 51e anniversaire du coup militaire au Chili. Moi, je suis chilien. Donc, nous connaissons bien ce genre de discussion autour des notions de vérité et réconciliation, de justice. Et je trouve toujours intéressant que ce sont les puissants qui parlent de réconciliation. Mais on ne demande jamais aux victimes ce qu'elles en pensent. Les victimes, celles qui ont subi les conséquences des crimes, celles qui ont été victimes de viols, de disparitions forcées, ces victimes n'ont pas de voix au chapitre, me semble-t-il. Ce sont les puissants qui décident entre eux. Heureusement, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a traité de cette question du fait de cette pratique de longue date de nos dirigeants qui ont toujours voulu adopter une loi d'amnistie pour les plus graves violations des droits de l'homme. Et donc la Cour dispose d'une jurisprudence très riche parlant de l'incompatibilité des normes humanitaires et les lois d'amnistie. Permettez-moi de vous citer quelques cas. Resalto contre le Pérou, Almonacid contre le Chili, Gelman contre l'Uruguay. Cet organe, cette institution régionale a à maintes reprises
déclaré qu'il n'est pas possible d'établir une loi de prescription, des lois d'amnistie s'agissant de ces graves violations des droits humains. Le TPY, dans l'affaire Fununsiga, a dit dans un arrêt similaire, dans le paragraphe 155, qu'il a été question de dispositions relatives à la torture et qu'il serait étrange d'accorder une amnistie à quelqu'un qui avait une charge publique et qui avait commis ces actes de torture. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, même les cours des droits de l'homme qui sont beaucoup plus circonspectes s'agissant des interdictions globales des lois d'amnistie dans l'affaire Magnus contre la Croatie, au paragraphe 139 d'un arrêt, déclare en l'espèce le requérant a bénéficié d'une amnistie pour des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme, comme le meurtre, le fait d'avoir infligé des blessures graves à un enfant, alors que le requérant était un militaire. Donc, il y a une tendance de plus en plus grandissante en droit international de déterminer que ce genre d'amnistie ne peut pas s'appliquer à des actes inadmissibles, les graves violations des droits humains fondamentaux. Et même si l'on devait admettre que l'amnistie est possible dans des circonstances exceptionnelles, par exemple dans le cadre d'un processus de réconciliation ou de compensation et réparation pour les victimes, l'amnistie octroyée au requérant en l'espèce ne serait toujours pas acceptable parce que rien ne semble indiquer que ces circonstances de l'espèce s'appliquent. Et c'est justement dans ces situations où se trouve l'Ouganda. Il y a une politique concernant la justice transitionnelle, mais il n'y a pas de commission vérité et réconciliation, il n'y a pas de véritable processus de réparation en cours. Il n'y a rien de similaire en Ouganda. C'est pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, que les victimes demandent à ce que vous rejetiez les allégations de la défense et que vous confirmiez les charges. Nous pensons que l'accusation a satisfait aux conditions, à savoir les motifs substantiels de croire que les crimes ont été commis par le suspect. Les victimes ne voudraient pas qu'on interrompe cette procédure. Et on ne semble toujours pas comprendre ce que souhaitent les victimes. Une suspension de la procédure, vous savez, Madame la Présidente, ce n'est pas que les victimes voudraient être entendues. Les victimes suivent la procédure depuis l'Ouganda, ils le suivent, ils sont nombreux à suivre cela. Lorsque cela est diffusé, il y a des milliers de personnes qui se présentent pour suivre la procédure. Parce que les victimes s'intéressent à ce que fait une institution officielle, une institution internationale qui a été créée pour mettre fin à l'impunité en 1998. Et que cette institution leur rende justice. C'est un premier pas dans la bonne voie. C'est pourquoi nous vous exhortons à confirmer les charges. Merci, Madame la Présidente. La juge présidente, je vous remercie, maître. Maître Haynes ou la défense, vous avez la possibilité maintenant de faire vos ultimes observations. Maître Haynes, j'ai à l'esprit vos instructions. Je fais référence au transcript T15, page 5, lignes à 13 et 14. Où vous nous avez exhorté à réagir à ce qui a été dit et être bref. Donc, je vais m'appliquer. Je suis sûr, je ne sais pas si Maître Manoba s'est trompé ou a mal compris les observations que nous avons formulées hier. Personne de ce côté-ci de la salle d'audience ne cherche à minimiser la participation des victimes en l'espèce, en limitant leur intérêt à des intérêts pécuniaire uniquement. Moi-même, j'ai été représentant légal des victimes dans le tribunal spécial pour le Liban. Et derrière moi, il y a Maître Gibson, Maître Thompson et d'autres ont représenté les victimes dans d'autres juridictions. Je pense que Maître Manoba n'a pas bien compris la langue dans laquelle nous nous sommes exprimés
Et c'est ce qui explique les remarques qu'il a faites. J'ai trouvé ces remarques insultantes sur le plan professionnel. Monsieur Manouba, qui a vécu la guerre civile en Ouganda, je pense que, enfin, je me demande s'il souhaite que ces propos soient maintenus dans le compte-rendu ou qu'ils soient retirés. J'ai également été troublé par Madame Von Brauns et ses observations. Je fais référence à la page 73, lignes 5 à 8. Je dirais que nous avons conduit ou nous avons mené nos interventions d'une manière respectueuse. Et j'aimerais que ma collègue respecte le fait que si j'ai dit que j'ai eu une rencontre avec le président de l'Ouganda, qu'il m'a fait part de certaines choses, que cela serait accepté comme tel. Maître Gosnell était avec moi. Je peux l'inviter à aller à la barre des témoins si vous contestez la véracité de mes propos. Donc une observation s'impose. L'éléphant dans la salle, c'est qu'il faut que cette procédure s'arrête quelque part et que l'on qualifie cela de suspension ou d'ajournement ou que l'on choisisse un autre terme émanant d'une ordonnance de la Cour. Parce que sans l'accusé, cette affaire ne peut pas avancer plus avant. Et si la procédure doit s'arrêter, il faudrait qu'elle s'arrête avant que ne soit rendue une décision, et ça n'a rien de radical comme proposition. C'est tout ce que je souhaitais dire. La juge présidente, merci beaucoup, Maître Haynes. Bien. Nous escomptions la fin de cette audience de confirmation des charges demain, mais voilà que nous arrivons à la fin de cette audience de confirmation des charges. La Chambre rendra sa décision en conséquence, c'est-à-dire dans le délai prescrit. Avant de lever l'audience, je tiens à remercier, nous, collectivement, tenons à remercier les parties et les participants pour leurs observations que nous avons jugées utiles, très passionnées, très senties par toutes les parties et les participants. Et nous voulons également remercier les interprètes, les greffiers d'audience et les auxiliaires de justice, les techniciens, les gardiens de sécurité, ainsi que tous les représentants du greffe pour leur coopération, leur professionnalisme. Et en dernier lieu, je tiens à remercier le public qui a été suffisamment intéressé pour venir et passer la journée avec nous pour suivre la procédure au cours des 2 derniers jours. À moins que vous n'ayez d'autres demandes de prise de parole, je déclare la séance levée. Bonne journée à vous tous.